Depuis 20 ans, un homme dévoile la face cachée des dépenses de l'État. Comme une ombre qui plane au-dessus de ceux qui nous gouvernent. Fonds secrets, emplois fictifs, rémunération excessive, il cible ceux qui piétinent l'intérêt général. À 78 ans, il en a jeté plus d'un dans la lumière crue des comptes publics. Député à la retraite, René Dosière continue encore aujourd'hui ses investigations. C'est ce qu'on appelle un jaune budgétaire, c'est-à-dire c'est un document annexe à la loi de finances, mais qui comporte toute une série d'éléments. Là, c'est celui du budget 2020. On y trouve, ministère par ministère, le nombre de membres de cabinet avec leurs fonctions et leurs rémunérations. Je vais faire un certain nombre de calculs pour savoir quelle est la rémunération individuelle d'un collaborateur moyen, type. Un travail d'apothicaire. Alors là, je suis sur le ministre du Travail. 545 divisé par 10. René Dosière cherche à connaître le salaire moyen mensuel de chacun des 10 conseillers de la ministre. 10 979. Et si je remonte, en plus en 2017, il était à 9 860. Ça veut dire qu'en 2 ans, il y a eu une augmentation de 11%. C'est presque un SMIC d'augmentation par mois, hein, pour des gens qui gagnent déjà 10 000 euros. Dans plusieurs ministères, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les salaires flambent. Aux affaires étrangères, ça augmente de 70%. Mais par exemple, au ministère de l'économie et des finances, ça augmente de 39%. Bon. Et au ministère, au secrétariat d'État, aux armées, ça augmente de 71%. Vous aviez déjà vu ça? Non, jamais, c'était jamais arrivé. Le premier gouvernement d'Édouard Philippe est le gouvernement où les rémunérations ont été le plus fortes depuis 10-12 ans que ces statistiques existent. Du côté de Matignon, on rétorque que le nombre de conseillers a lui baissé. Ce qui a permis de faire des économies, près de 6 millions d'euros, malgré la hausse des salaires de certains conseillers. Alors, existe-t-il encore des privilégiés parmi les serviteurs de l'État? Comme ces 600 cadres de l'administration mieux rémunérés que le président de la République. Comment vous pouvez justifier de ne pas demander d'efforts au plus haut sommet de l'État sur des fonctionnaires qui ont la garantie de l'emploi à vie? Ou ces préfets fantômes payés à ne rien faire malgré eux. Toucher 5 900 € par mois pour rester à la maison, moi je trouve ça scandaleux. Ou encore ces élus qui cumulent les emplois. Me lâcher maintenant, on se voit à Paris, on parle de l'Afrique, d'accord? Ok, voilà, ralasse. Voire détournent leurs frais professionnels à l'Assemblée nationale. Il m'a demandé des fausses factures pour qu'elles puissent être justifiées auprès des services de l'Assemblée nationale. Enquête sur des pratiques héritées souvent d'une autre époque. Cette espèce de récompense pour service rendu, à ce niveau-là, ça ne se justifie absolument pas. Et qui coûte chaque année des dizaines de millions d'euros à la République. Ainsi, le préjudice subi serait d'environ 200 000 €. C'est l'histoire d'une petite musique qui n'en finit plus. L'histoire d'un homme payé à ne rien faire depuis 11 ans. À aucun moment, je n'ai pensé que je ne retrouverais pas quelque chose. C'était impensable pour moi, mais vraiment complètement impensable. Il s'appelle Jean-François Barnaba. Son visage vous dit peut-être quelque chose.
Jean-François Barnaba, bonsoir. Bonsoir. En décembre dernier, il est devenu une figure du mouvement des Gilets jaunes. Jean-François Barnaba, il n'a pas parlé, messieurs, madame, s'il vous plaît. Sur les plateaux, il s'improvise porte-parole des classes populaires. Là, je parle de gens qui sont au SMIC, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui ont un emploi à temps plein. Bon, alors vous imaginez les temps partiels, les précaires qui sont à 800, 900 euros par mois. Mais le 5 décembre 2018, coup de tonnerre. Le Nouvel Observateur révèle que Jean-François Barnaba est un cadre de la fonction publique qui continue d'être rémunéré alors qu'il ne travaille plus. Une situation qui scandalise certains gilets jaunes sur les réseaux sociaux. 2 600 euros par mois depuis 10 ans sans emploi et il ose encore revendiquer. Scandaleux. Si l'info est avérée, il discrédite tout le mouvement. Pourtant, la situation de Jean-François Barnaba est parfaitement légale. Dans le langage de la fonction publique territoriale, elle porte même un nom, FMPE, pour fonctionnaire momentanément privé d'emploi. Un FMPE est donc un agent sans travail, mais pas sans salaire. Ah ben ça, c'est ma dernière feuille de paye. Le montant net à payer de 2 474,98. Et ceux qui disent là, un profitable. Vous savez, on peut vous insulter, ça arrive sur les réseaux sociaux, il y a même des menaces de mort, il y a même des choses comme ça. Simplement, c'est l'application d'un système inique qu'il faut urgemment changer de façon à ce qu'il n'y ait plus de fonctionnaires privés d'emploi au-delà d'une durée de quelques semaines. Voilà. C'est ça le fond du problème. À l'origine de cette situation, selon lui, la suppression de son poste de directeur culturel du département en 2008, suite à un désaccord avec ses supérieurs. Protégé par son statut de fonctionnaire, Jean-François Barnaba ne peut pas être licencié. Seule obligation, apporter les preuves de sa recherche d'emploi tous les 6 mois, sans quoi il serait radié. Là, je suis en train de faire une lettre de motivation pour la mairie de Pamiers, là. Donc là, c'est le brouillon, puis après, je vais remettre ça au propre, au manuscrit, donc pour la lettre. Depuis 11 ans, Jean-François Barnaba envoie jusqu'à 200 lettres par an. Il n'y a plus besoin du bulletin de salaire. Sans aucune réponse positive, selon lui. Alors, comment expliquer une telle situation? Pour comprendre le problème, nous sommes allés au centre de gestion du département de l'Indre, le CDG 36. C'est un peu l'équivalent de Pôle emploi, mais uniquement pour les fonctionnaires territoriaux. Ici, le cas Barnaba fait grincer des dents, car si l'ancien directeur culturel ne trouve rien, ce serait un peu de sa faute. Monsieur Barnaba, est-ce qu'il fait le nécessaire pour retrouver un emploi? Moi, il me semble que non. Et pourquoi il ne fait pas le nécessaire? Parce que c'est une situation intéressante, non? Qu'est-ce qui est une situation intéressante? La situation dans laquelle il est payé. Moi, j'étais une fois en entretien, je me suis étonné, je lui ai demandé s'il avait postulé auprès des régions. Parce que les régions ont quand même des équipes culturelles assez étoffées. Il m'a répondu que non. J'étais un peu étonné. Il me semble qu'il n'a pas trop essayé de chercher dans une autre voie. Le centre de gestion ne peut pas le forcer à accepter un travail ne correspondant pas à son grade. C'est de la communication. En réalité, il sait bien que le centre départemental de gestion et moi-même avons fait tout ce qu'il fallait et tout ce qui était possible de faire pour que je retrouve un emploi dans des conditions acceptables pour tout le monde. Dans 2 ans, Jean-François Barnaba sera à la retraite. Ouais, c'est sympa comme... c'est sympa. Allez, je fais bien. Ce père de 7 enfants pourra continuer d'aller chercher tous les jours la petite dernière à l'école. Vous êtes un peu papa au foyer? On peut dire ça comme ça, mais bon, en tout cas, c'est très respectable, ça. C'est parmi les activités de la vie humaine les plus importantes, c'est d'élever des enfants. Donc, c'est une fierté, ça. Et sa situation a déjà coûté 500 000 € à la collectivité. Allez, fille. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Ah oui, ça faut éteindre ça, oui, ça c'est vraiment... La France compte ainsi 442 fonctionnaires territoriaux sans affectation.
Dans le seul département du Var, on en dénombre 32. Et pour finir, accessoirement, je décore les plats. Je fais les petites fleurs de radis. Le maire de Cogolin, Monsieur le maire, il va bien. 12 000 habitants, connaît bien le problème. Ciao. Cet élu, Rassemblement national, emploie 200 fonctionnaires. Ça va, ça va. Je connais tous les fonctionnaires de cette ville. Tous les fonctionnaires. Je les ai tous reçus. Pour la plupart, ils ont tous mon numéro de téléphone, portable. Et quand ils ont besoin de moi, ils m'appellent. Et au même titre, quand j'ai besoin d'eux, je les appelle. Tous, sauf un. Un triathlète de 59 ans, devenu FMPE en 2011 après la suppression de son poste par le précédent maire. Chaque mois, la commune doit le rémunérer à hauteur de 2 270 € net. Et après 8 ans d'inactivité, la somme commence à être rondelette. 345 000 €, ça représente tout simplement un emploi en moins. Un emploi en moins de quelqu'un qui aurait pu mener des missions. Je vous rappelle que ça reste des impôts, c'est pas une manne divine. Selon Marc-Étienne Lansade, les compétences de ce fonctionnaire fantôme ne correspondent plus aux besoins actuels de la commune. Quant à le révoquer, impossible. Le maire n'a pas ce pouvoir. Alors, il s'est adressé au fameux CDG, le pôle emploi des fonctionnaires territoriaux, multipliant les courriers. Depuis le 29 avril 2011, nous versons son salaire. De ce fait, nous souhaiterions avoir un retour concernant les démarches concrètes d'emploi réalisées par Monsieur C. Moi, je demande juste des explications. Je ne suis pas procureur voilà, j'ai juste demandé des explications. Qu'en est-il ? On ne peut pas rester pendant des années sans travailler, en étant payé et sans chercher un job. Donc j'ai demandé au CDG de nous faire un petit peu un état des lieux de ce dossier. Et autant le CDG nous a répondu d'une façon relativement dilatoire, autant le fonctionnaire lui-même n'a jamais répondu. Le fonctionnaire en question ne chercherait-il pas d'emploi ? Nous décidons de le contacter. Oui, bonjour monsieur. Je suis journaliste pour BFM TV. Selon lui, c'est le centre de gestion qui est en cause. Quand vous dites qu'ils ne font rien, concrètement, c'est... Rien, c'est rien. Personne ne m'a envoyé quoi que ce soit, une annonce, en me disant « Monsieur, je n'ai un poste pour vous, ici, à quel endroit? Est-ce que vous pourriez y aller ?» Ils vous ont rien envoyé? Rien. Le centre de gestion du Var a refusé de réagir. Selon la Cour des comptes régionale, il ne fait pas preuve de zèle pour recaser ses fonctionnaires. À tel point que 10 d'entre eux sont FMPE depuis plus de 28 ans. Mais il y a encore plus déroutant. Certains ont même développé en parallèle une autre activité, et cela en toute illégalité. Récupération de Frenzel. C'est le cas de cet ancien joueur de rugby professionnel, fonctionnaire privé d'emploi à la mairie de Toulon depuis 29 ans, et qui en 2009 a ouvert à 300 km de chez lui, dans les Hautes-Alpes, un restaurant. En caméra discrète, nous allons à sa rencontre. Vous êtes monsieur Bernard Robuste? Vous êtes l'ancienne star du rugby toulonnais? Je suis joueur, on va dire. Je suis journaliste. Vous avez ouvert une activité là? Non, je réponds pas. Non, mais ça c'était... Moi, avant, je ne travaillais pas. Moi, j'ai fait la recherche de l'emplacement, mais alors, vous n'avez jamais rien proposé. Avec 100 couverts et 3 employés, le restaurant du fonctionnaire réalise un chiffre d'affaires d'environ 230 000 € par an. Une belle reconversion. Est-ce que pour vous, vous êtes en faute? Non, je vais pas faire. Je ne peux pas parler sur ce sujet. Le fonctionnaire est aujourd'hui dans le viseur de l'association Anticorps, qui veille à la bonne gestion des deniers publics. Qu'est-ce que c'est que ce document? Alors, c'est le signalement que nous avons adressé au parquet de Toulon le 4 juillet 2019. Selon Jean Galli,
le patron de restaurant a touché indûment ses 1 400 € nets de salaire de fonctionnaire pendant près de 10 ans. Cet adjoint a ainsi bénéficié de son salaire alors qu'il exerçait par ailleurs une activité commerciale sans aucune autorisation hiérarchique. Ainsi, le préjudice subi serait d'environ 200 000 €. L'ancien rugbyman toulonnais risque la radiation de la fonction publique et l'obligation de rembourser les salaires perçus. Alors comment expliquer qu'il soit passé sous les radars pendant si longtemps? Pour Jean Galli, il ne serait pas le seul. Si vous voulez, ce sont des gens qui ont une certaine aura sur le plan local, quand il s'agit de sportifs de haut niveau, bien sûr. Donc on est très complaisant avec eux, on ne va pas les embêter plus que ça, parce qu'ils représentent souvent l'image de la commune. Mais il y a des cas qui coûtent encore plus cher aux contribuables. Ceux de hauts fonctionnaires payés jusqu'à 6 000 € par mois sans travailler. Le résultat d'un dysfonctionnement au sommet de l'État. Ce dysfonctionnement, un homme en a fait les frais. Tout avait pourtant bien commencé. Cette photo correspond au fait à une cérémonie qui doit être le 8 mai. Cérémonie traditionnelle, donc je suis au micro pour prononcer le discours qui nous a été envoyé par le ministre et devant les autorités civiles et militaires, comme on dit. En 2008, cet énarque est alors préfet de Wallis et Futuna. Son métier le passionne. Il n'y a pas beaucoup de postes dans l'administration où on peut avoir le sentiment qu'on puisse jouer sur les dossiers, les faire avancer, soutenir des projets, avoir des interlocuteurs qu'il faut convaincre. Mais en 2010, fini les eaux chaudes du Pacifique. Sans raison officielle, il est rappelé à Paris. Il est nommé préfet hors cadre, c'est-à-dire préfet sans préfecture ni territoire. En clair, il est déclassé, placardisé. J'ai demandé des rendez-vous, je demande des instructions, on ne vous répond pas. Donc vous restez chez vous. Je m'attachais à aller une fois par semaine au ministère pour montrer que j'étais toujours vivant, d'abord, que je cherchais toujours du travail, et il ne s'est rien passé. Philippe Paolantoni est désormais un préfet sans mission, mais pas sans revenu. Alors ça correspond à une fiche de paye pour un préfet de classe normale, donc je suis au bas de l'échelle. C'est 5 900 € par mois. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que toucher 5 900 € par mois pour rester à la maison, moi je trouve ça scandaleux. Et les contribuables qui payent des impôts avec difficulté, je pense qu'ils me comprendront. Un placard doré qui en ferait rêver plus d'un. Mais pour ce serviteur de la fonction publique, c'est un vrai calvaire. Être payé à ne rien faire quand vous avez occupé des responsabilités que vous n'avez pas le sentiment d'avoir démérité, d'avoir commis de fautes, vous ne comprenez pas. C'est un grand gaspillage sur le plan financier, mais il y a surtout, et c'est ce qui moi m'apparaît le plus choquant, une totale opacité dans la gestion de ce corps. Sur les 247 membres du corps préfectoral, la moitié est sans affectation territoriale. Difficile d'en savoir plus. Au ministère de l'Intérieur, c'est silence radio. Allô, oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. On aimerait savoir s'il était possible de récupérer la liste des préfets hors cadre avec leurs fonctions. Écoutez, il n'y a pas de liste communiquée par le ministère de l'Intérieur des préfets hors cadre. Préfet, c'est une fonction publique, donc on a le droit de savoir ce que fait un préfet. Oui, mais d'accord, mais enfin, nous ne vous donnerons pas de liste de préfets hors cadre et je pense qu'il faut chercher au-delà. La plupart de ces préfets sans préfecture ont bien des missions, comme le montre cette liste de 2017, mais leur contenu est parfois énigmatique.
chargé d'une mission visant à diffuser une culture déontologique propre au ministère et commune à ses différents corps et niveaux de responsabilité, et d'une mission relative à la mise en œuvre de la réforme visant à automatiser la gestion du fonds de compensation pour la TVA. Cette description de poste cacherait-elle une mission fantôme? Pourquoi les intitulés sont très compliqués? Je pense que ça procède un petit peu de l'opacité du système. Comme Philippe Paolantoni, une trentaine de préfets seraient sans mission réelle. Car il y a embouteillage. Leur nombre a augmenté de 70% en 30 ans. Et c'est à l'Élysée que se trouve l'origine du problème. Ici, les présidents de la République ont pris l'habitude de nommer régulièrement de nouveaux préfets hors cadre. Cela afin de recaser des fidèles. Dans les Pyrénées, près de Lourdes, Jean Glavany a accepté de nous dévoiler les dessous de son propre recasage. Monsieur le maire, tu te mets avec une taille. À 70 ans, cet ancien ministre, aujourd'hui conseiller départemental, a passé sa vie au service de l'État. Vous y êtes là? Hop. Avant de devenir ministre et député, il a d'abord été préfet. Il n'a pourtant ni passé le concours de l'ENA, ni celui des administrateurs territoriaux. Alors, comment a-t-il brûlé les étapes? A-t-il bénéficié de passe-droit? Aujourd'hui, c'est au tour de Jean Glavany d'occuper le petit appartement de permanence. Nous sommes en 1982. Jean Glavany est alors le jeune chef de cabinet de François Mitterrand à l'Élysée. D'ordinaire, Jean Glavany n'a guère le temps de regarder TF1. Il s'occupe de l'agenda, du courrier présidentiel, des discours, de l'organisation des voyages en province et des contacts avec la Nièvre. 10 ans après, en 1988, la gauche est en difficulté. Elle n'est pas certaine de remporter l'élection présidentielle. Au sein du pouvoir, beaucoup de conseillers au statut précaire, dont Jean Glavany, cherchent des parachutes. Il y a eu effectivement un mouvement de, j'allais dire, de tous aux abris, où beaucoup de collaborateurs des cabinets ministériels à l'Élysée, à Matignon, qui n'avaient pas de statut, qui étaient des gens sans statut, cherchaient à avoir des assurances ou à des garanties ou des protections pour pouvoir continuer leur vie administrative ou politique. Pour le mettre à l'abri, François Mitterrand lui propose une solution, devenir préfet hors cadre. Il pensait à me protéger. Il dit, mais écoutez, c'est tout à fait normal, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie politique. Moi, ma vie politique, ça peut s'arrêter à tout moment, surtout dans la cohabitation. J'ai dit, mais on verra ça. Je me souviens très bien, il a été très affectueux, très protecteur à mon égard. Et je lui disais, on verra ça plus tard. 3 mois avant la présidentielle, François Mitterrand le nomme préfet. Un joli cadeau, car le job est garanti à vie et le salaire très avantageux, de 5 000 à 12 000 euros net par mois. Rassuré quant à son avenir, Jean Glavany démissionne alors de l'Élysée. Il fait campagne pour les législatives de 1988 dans les Hautes-Pyrénées. Et je crois que ni l'un ni l'autre vous n'arriverez à m'en empêcher. Mais c'est la Bérésina. Il essuie une défaite cuisante. Le poste de préfet lui permet alors de rebondir sans difficulté. J'échoue et puis à ce moment-là, on me propose de prendre une mission de service public comme délégué interministériel aux Jeux Olympiques où il cherchait un préfet. Pendant 5 ans, Jean Glavany va être le coordinateur des JO d'Albertville. Cette nomination présidentielle est parfaitement légale. C'est même devenu une pratique courante. Vous pouvez toujours discuter, et vous avez raison de le faire, sur ceux qui bénéficiaient de nominations plus amicales et protectrices, si je veux dire, plus piston, je veux dire. Et ça, je comprends que ça choque. Vous, c'était pas un piston? En tout cas, je ne l'ai pas vécu comme ça, dans la mesure où, je vous le dis, j'ai exercé des fonctions de préfet. Ils sont en effet nombreux à avoir bénéficié de la combine. Pendant ces 2 septennats, François Mitterrand a bombardé préfet 60 de ses fidèles. Le président Chirac a notamment nommé un proche, Jean-Charles Marchiani, déjà haut fonctionnaire.
Nicolas Sarkozy a placé son fidèle lieutenant, Brice Hortefeux. Et pour Manuel Valls, il s'agissait de Christian Gravel, le responsable de la communication du gouvernement. Quant à Emmanuel Macron, il a remercié récemment son chef de cabinet en lui donnant à lui aussi les galons de préfet. Depuis des années, un député interpelle les gouvernements successifs sur ces passe-droits. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Donc ces nominations de préfets qui sont des nominations politiques, déjà tout ça on devrait interdire. Franchement, on devrait devenir préfet par un espèce de concours ou par une évolution. Cette espèce de récompense pour service rendu, à ce niveau-là, ça ne se justifie absolument pas. Il n'y a plus beaucoup de pays dans le monde où on réagit comme ça. Cette pratique ne permet pas seulement de recaser des fidèles. Elle leur garantit aussi une retraite dorée. Jean Glavany a exercé seulement 5 ans la fonction de préfet, mais il touche aujourd'hui une pension très conséquente. J'ai une retraite de 4 500 €, mais qui correspond aux cotisations que j'ai versées pendant toutes les années où j'étais préfet, ou en préfet, en tout cas statutairement préfet. Ouais. Mais vous avez exercé pendant 5 ans. Oui. Et une retraite de 4 500 €. Du coup, aujourd'hui, vous avez combien de retraite? J'ai la retraite de préfet, ma retraite de parlementaire. Mais tous les hauts fonctionnaires qui ont fait de la politique ont les deux choses. Et ça fait une retraite d'à peu près combien de... 2 fois ça, à peu près, grosso modo. Soit environ 9 000 € bruts, auxquels il pourra ajouter bientôt sa retraite de conseiller départemental. Si l'État sait se montrer généreux avec ses grands serviteurs, il l'est aussi avec des personnalités plus inattendues. Question, la CGT a-t-elle payé au prix fort la rénovation de l'appartement de son leader Thierry Lepan? C'est ce qu'affirme en tout cas le Canard enchaîné ce matin. 130 000 € pour une location de 120 mètres carrés près du château de Vincennes. Il y a 5 ans, le secrétaire général de la CGT, Thierry Lepan, fait la une des médias. Les travaux de rénovation de son appartement de fonction ont coûté très cher à son syndicat, 130 000 €. 3 mois plus tard, il démissionne et prend le large chez lui en Normandie. En mai 2016, il reçoit une étonnante proposition. Elle émane du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. C'est lui qui a eu la gentillesse d'envoyer une conseillère me rencontrer pour me dire « Tiens, Thierry, voilà, le Premier ministre aimerait bien que tu viennes travailler avec nous. » Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Manuel Valls veut l'aider à retrouver un job. Thierry Lepan met en avant une compétence acquise à la CGT quand il travaillait sur les problèmes de formation professionnelle. J'avais essayé de faire savoir partout où je pouvais le faire savoir que s'il y avait une activité sur laquelle je pouvais être compétent et disponible, c'était les questions ayant trait à l'illettrisme. Quelques mois plus tard, Manuel Valls, auquel il s'est confronté plusieurs fois, lui propose un emploi au sein de la délégation interministérielle à la langue française. Pas comme simple salarié, mais à la tête de cette délégation. À la clé, un salaire d'au moins 5 000 € net par mois selon plusieurs sources. Une promotion plutôt vertigineuse pour cet ancien chaudronnier que l'on accuse alors de recasage politique. Si ça avait été du recasage, on aurait pu le mettre ailleurs. Enfin, je veux dire, on ne recasse pas quelqu'un qui va devoir définir une politique publique de la langue française et de la cohésion sociale. C'est pas du recasage, ça. Hein. Enfin, il faut trouver la personne capable de le faire. Votre objectif, c'était de réduire de moitié le nombre d'illettrés en France. Oui. Paris réussi? Non. Non, Paris pas réussi. Parce que manque de moyens, parce que manque de mobilisation des politiques. Alors pourquoi Manuel Valls lui a-t-il offert cette promotion express? L'ancien Premier ministre n'a pas souhaité nous répondre. Mais le professeur d'université Stéphane Sirot, spécialiste des relations entre le pouvoir politique et les syndicats, a une explication qui détonne. Le Premier ministre, alors en plein conflit avec la CGT sur la loi travail, aurait voulu nuire à l'image du syndicat. Parce que ça donne l'impression qu'il y a, au plus haut niveau, une espèce de connivence entre le pouvoir politique
et le contre-pouvoir, ou ce qui est censé être le contre-pouvoir syndical. Or, pour exercer un contre-pouvoir, il faut évidemment chercher à se garder le plus possible de formes de connivence ou de formes de porosité. Et l'ascension de Thierry Le Pan n'est pas terminée. En 2019, Matignon lui offre une nouvelle affectation. On m'a proposé simultanément d'avoir une autre fonction. On m'a proposé d'être inspecteur général jeunesse et sport. Voilà. L'ancien syndicaliste travaille désormais ici, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Un poste de haut fonctionnaire auquel il n'aurait normalement pas pu prétendre, n'ayant pas les diplômes requis. Il faut avoir fait Sciences Po, il faut avoir fait l'ENA, il faut avoir fait Polytechnique. 80% des postes d'inspecteurs dans notre pays sont réservés à ceux qui ont fait des grandes écoles. Voilà. 20% est réservé à ceux qui ont un parcours qu'on qualifie souvent d'atypique, mais qui peuvent apporter, compte tenu de leur expérience et de leur ancienneté dans d'autres missions et de leurs responsabilités, une valeur ajoutée au corps d'inspection. Mais pour Stéphane Sirot, cette nouvelle promotion de Thierry Le Pan reste une énigme. Inspecteur général des sports, en l'occurrence, j'ai du mal à trouver quelles seraient les compétences en la matière de Thierry Le Pan. Tout le monde a fait du sport, au moins à l'école, ça ne fait pas forcément de la personne en question un spécialiste, quelqu'un qui va inspecter, par exemple faire des rapports sur des fédérations sportives, je ne sais quoi, ça demande quand même un minimum d'expertise et normalement ce ne sont pas des postes qui sont dévolus à des personnalités qui ne sont pas un minimum des spécialistes du sujet. Combien sont-ils, ces promus de la République, comme Thierry Le Pan, à mener des carrières aussi singulières dans nos administrations? Difficile à savoir, le sujet est tabou. Comme un autre secret bien entretenu, celui des plus hauts salaires de la fonction publique. Depuis qu'il a quitté Bercy, Christian Eckert vit dans sa Lorraine natale. Je passe devant vous. Il est l'ancien ministre du budget de François Hollande. C'est mon bureau, oui, vous voyez, c'est... C'est pas la photo du président actuel Non, c'est la photo de François Hollande, vous voyez. Et vous n'avez pas affiché le portrait du président? Ah non. Écoutez, j'ai envie d'être détendu et calme dans ce bureau, donc la photo du président, ça m'énerverait un peu. De son passage à Bercy, outre ses mauvaises relations avec Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, Christian Eckert a gardé des archives, comme la liste secrète des 150 plus hauts salaires de son administration. Ici, par exemple, vous avez les fameux salaires supérieurs à 150 000 euros. Voilà, ici, on est à 170 000 euros annuels, 158 000, puis il y en a quelques-uns qui sont supérieurs. Et c'est quoi? C'est confidentiel comme document? C'est libre d'accès? Ah non, ce sont des documents qui restent confidentiels. On ne va pas divulguer les noms et les salaires. Ça fait partie du secret qu'il faut conserver. Cette liste, nous nous la sommes procurée. On y découvre que le fonctionnaire le mieux payé de Bercy est le chef du Trésor public de la région Île-de-France. En 2015, il a touché 255 579 euros nets, soit une moyenne de 21 000 euros par mois. Figurent aussi dans ce palmarès les 103 directeurs territoriaux du fisc, payés jusqu'à 237 000 euros nets par an. Et vous, ça vous pose problème que ce soit pas public? Je pense que votre salaire n'est pas public, que les salaires de vos patrons ne sont pas publics pour la plupart d'entre eux, et que pour des raisons de tradition en France, on n'est pas dans un pays où les salaires individuellement sont publiés et connus. Mais il y a des salaires encore bien plus élevés. Comme ici, au Quai d'Orsay, où certains ambassadeurs touchent plus de 25 000 euros par mois. En tout, il serait 600 cadres de la haute fonction publique à gagner plus que le président de la République, payé lui 13 884 euros nets par mois. Des hauts fonctionnaires qui souvent ne comptent pas leurs heures.
Mais sont-ils trop rémunérés ? Le député Fabien Di Filippo a rédigé une proposition de loi pour plafonner leur salaire au niveau de celui du chef de l'État. Depuis qu'il est arrivé, ce gouvernement demande beaucoup d'efforts à nos territoires, aux travailleurs modestes et aux retraités modestes. Comment vous pouvez justifier de ne pas demander d'efforts au plus haut sommet de l'État sur des fonctionnaires qui ont la garantie de l'emploi à vie, avec des salaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, plus élevés que celui du président de la République, largement? Elle est simple, ma question. Elle n'est pas populiste. Je m'en prends à personne. Mais je place dans le débat cet élément-là. La proposition du député est restée lettre morte. Beaucoup de hauts fonctionnaires, comme Fabien Testé, y ont vu une attaque sans fondement. Pour lui, ces salaires élevés sont totalement justifiés. Évidemment, les hauts fonctionnaires ont des niveaux de rémunération importants. Il ne faut pas le contester, il ne faut pas le cacher. Moi, je suis contre, parce que quand on cache, ça suscite la suspicion. Mais je trouve que la rémunération, au regard de la comparaison avec le secteur privé, au regard de leur utilité sociale, au regard de ce qui se fait dans les autres pays, n'est pas déraisonnable. Et un haut fonctionnaire français, qu'il soit de l'hospitalière, de la territoriale ou de l'État, globalement, il coûte moins cher à son pays qu'un Italien, qu'un haut fonctionnaire italien, qu'un haut fonctionnaire britannique, qu'un haut fonctionnaire allemand et qu'un haut fonctionnaire belge. Le haut niveau de rémunération n'est pas le seul sujet brûlant qui vise les grands serviteurs de l'État. C'est ce que nous allons découvrir en Savoie. Un département doté d'un budget de 654 millions d'euros. Son patron, à la tête de plus de 2500 fonctionnaires, s'appelle Hervé Guémard, un ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac. Bonjour Monsieur Guémard. Enchanté, Benoît Sarrat, je suis journaliste pour BFM TV. Ouais. L'objet de la visite, c'est... La banque alimentaire. La banque alimentaire. Donc là, vous êtes dans vos fonctions de président du conseil départemental. Ce matin, le président du conseil départemental est pressé. Il a 3 inaugurations à faire dans la journée. Ici, un nouveau dépôt alimentaire des Restos du Cœur. Moi, je voudrais évidemment vous remercier, vous, les bénévoles, parce que sans votre engagement, nous ne serions pas là. À la tête du département depuis 2008, il supervise l'action sociale et aussi les transports, les routes, les écoles. Un job a priori plutôt prenant, pour lequel il est payé 4 033 € net. Sauf que depuis 2 ans, Hervé Guémard a une double vie professionnelle. À 550 km de Chambéry, chef-lieu de la Savoie, il cumule son mandat d'élu avec une autre activité. Il est haut fonctionnaire à Bercy. Un double emploi légal et très rémunérateur. En tout, il touche 12 500 €. Mais est-il vraiment possible d'exercer ces 2 fonctions en même temps? Nous avons interrogé 2 anciens présidents et vice-présidents de région connaissant très bien les instances locales. Le langage populaire est très simple, hein. On ne peut pas être au four et au moulin. Alors si jamais lui, il arrive à tout concilier, c'est un être exceptionnel. Quand on est président d'un département, on n'est pas à mi-temps. Vous passez 18 heures par jour dans vos fonctions de président d'un département, ne serait-ce que déjà avec tous les déplacements que vous devez faire. Enfin, si vous le faites sérieusement. Alors après, vous pouvez toujours le faire en dilettante et puis faire travailler les autres et faire semblant de venir simplement couper les rubans. Hervé Guémard est-il un être exceptionnel ou dilettante? En tout cas, il est le seul des 96 présidents de département à exercer en même temps une activité de haut fonctionnaire. Étonnamment, il n'en a pas fait mention dans sa dernière déclaration à la haute autorité, comme il en était pourtant obligé. C'est par un article de presse que les élus locaux s'en sont rendus compte en février dernier. Pour nous, c'était inconnu, à savoir. Vous ne le saviez pas? Et même les gens de la majorité départementale ne savaient pas qu'il y avait cette mission. Pour beaucoup est apparue une mission Pour défendre son action à Bercy, Hervé Guémard met régulièrement en avant un rapport qu'il a signé sur la présence économique française en Afrique. Mais visiblement aujourd'hui, on est mal tombé.
Monsieur Guémard, oui. Si je comprends bien, pendant que vous étiez en Afrique, avec Monsieur le Président, On parlera de l'Afrique, là on est en Savoie, on se voit à Paris, on fixe un rendez-vous, on parle de tout ça. Vous me lâchez maintenant, on se voit à Paris, on parle de l'Afrique, d'accord? Ok, ça marche. Halas. Ok, voilà, ça marche. Malgré nos nombreuses relances, Hervé Guémard ne nous a jamais répondu. À l'heure de la moralisation de la vie politique, d'autres élus sont montrés du doigt pour leur train de vie, ceux de l'Assemblée nationale. Le dernier scandale date de juillet dernier, avec les frais de bouche de François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et il y a peu, les députés pouvaient presque doubler leur rémunération en utilisant à des fins personnelles leur enveloppe de frais de représentation. Des pratiques, on va le découvrir, qui continueraient sous les dorures du palais Bourbon. À 35 ans, Lauriane Rossi a pour mission de faire oublier ses mauvaises habitudes. Où est-ce qu'on arrive là, Madame Rossi? Alors là, nous arrivons dans les bureaux des 3 questeurs de l'Assemblée nationale. En plus de son mandat de députée, elle est questeur. Elle gère le budget du Palais Bourbon. 570 millions d'euros, le plus important de toutes les institutions françaises. Là, vous arrivez donc dans mon bureau. Avant d'être députée, Lauriane Rossi a notamment travaillé comme attachée parlementaire. Elle a vu certains élus s'enrichir avec les 5 300 € mensuels censés couvrir leurs frais professionnels. J'ai été collaboratrice parlementaire à une époque où justement il n'y avait pas de contrôle. Et j'ai vu d'ailleurs de l'intérieur ce qui se passait. C'est-à-dire que cette IRFM, cette indemnité de frais de mandat, était tout simplement mise dans la poche des parlementaires et n'observait aucun contrôle. Le scandale éclate en 2012 avec les révélations de Mediapart. Le site d'investigation révèle une dizaine de cas, comme un député qui s'est offert 3 voyages à l'étranger en famille grâce à ses frais professionnels. Malgré le scandale, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, refuse tout principe d'un contrôle des dépenses des députés. Je n'en veux pas. Je vous ai dit, je serai un gardien orthodoxe de la liberté des parlementaires. Je pense que le jour où on rentre dans cette obligation de présenter des factures, on rentre dans une logique qui n'est pas celle du député présent et actif sur le terrain. Il faudra attendre 5 ans et le changement de majorité en 2017 pour que les dépenses des députés soient davantage surveillées. On a mis en place une avance sur frais de mandat qui est désormais contrôlée à l'euro près, et je dis bien à l'euro près, par la déontologue de l'Assemblée, avec justificatif et documents comptables à l'appui. Et ça, c'est inédit et c'est extrêmement important. Du coup, désormais, dans ce café très fréquenté par les députés, le serveur a pris une petite habitude au moment de leur sortir la note. Je veille à ce qu'ils repartent avec, sinon ils me demandent 6 mois après. Et donc c'est toujours embêtant de faire des recherches. Et avant, c'était le cas? Avant, c'était moins le cas, on va dire. Vous sentez qu'ils sont plus soucieux, qu'il y a eu un changement? C'est candidature, avant ils n'avaient pas besoin d'avoir leur justificatif. Même pour 3,80 €, on ne plaisante plus. C'est important d'avoir ça parce qu'on peut être contrôlé de façon aléatoire. On doit fournir les 2 documents, le justificatif et la carte d'identité. Comme tous les députés, Paola Forteza perçoit 5 700 € net par mois de salaire, en plus de son avance de frais de mandat de 5 300 €. Mais à la différence de ses collègues, elle rend publique toutes ses dépenses de frais professionnels sur Internet. Cette vision correspond à ce que j'ai dépensé en 1 an de mandat. Donc on a des dépenses de communication et de documentation, on a des dépenses de déplacement, des dépenses d'hébergement et de repas. Et à l'Assemblée nationale, par exemple, quand vous mangez, vous pouvez prendre du homard et manger pour 250 €. Il y a des limites?
On prend ce qu'on a au restaurant de l'Assemblée nationale. Après, chacun ses habitudes culinaires. Mais on a la limite de ce qui est fixé par mois et le justificatif qu'on doit rendre à la déontologue. Le problème est que cette déontologue n'aurait pas les moyens de contrôler les députés. 3 mois après sa nomination par l'Assemblée nationale en 2017, cette professeure de droit a elle-même alerté les élus dans un rapport confidentiel que nous nous sommes procurés. Ce contrôle est une vérification comptable, partielle et imparfaite, très en deçà de l'objectif législatif, tendant à contribuer au rétablissement de la confiance entre les citoyens et les parlementaires. Pour Paul Cassia, professeur spécialiste des institutions, ce contrôle des frais de mandat serait de la poudre de perlimpinpin. À l'Assemblée nationale, c'est une déontologue qui est chargée de contrôler à mi-temps, parce qu'elle a d'autres fonctions, elle est, comme moi, professeure des universités, à mi-temps les frais de mandat de 577 députés et sénateurs. C'est une mascarade, disons-le simplement. Il ne peut pas y avoir, dans ces conditions matérielles, de véritable contrôle. Un contrôle suppose l'exercice d'enquête. Un contrôle suppose l'exercice de pouvoir de sanction. Un contrôle suppose l'exercice d'un pouvoir d'investigation. Il n'y a rien de tout ça. Quelle est l'efficacité réelle de ce nouveau contrôle sur les frais de mandat? Lors de notre enquête, nous avons rencontré plusieurs assistants parlementaires. L'une de leurs missions, gérer les notes de frais de leurs élus. Selon eux, les nouvelles règles n'ont pas changé grand-chose. Il est facile de les contourner. Bonjour. L'une d'entre elles a accepté de nous parler. Merci d'accepter de nous rencontrer. Merci à vous. Elle a constaté que son député, encore ces 2 dernières années, s'arrangeait pour vivre aux frais de la princesse. J'ai travaillé pour un député qui m'a demandé de faire passer des factures pour des costumes sur mesure, très chers, pour des manteaux très chers. On parle de costumes à 1500, 2000 €. Les frais de restauration qui sont censés être consacrés à des repas strictement professionnels sont très régulièrement utilisés pour des repas qui n'ont aucun caractère professionnel et qui sont purement personnels. C'est-à-dire quel type de repas? C'est-à-dire des repas avec sa compagne dans un restaurant très haut de gamme. Mais comme il déjeunait dans le 7e arrondissement avec quelques pas de l'Assemblée, c'était très facile de faire passer ça sur l'enveloppe IRFM ou AFM. La nouvelle loi n'oblige pas les parlementaires à justifier l'identité de leurs convives. Certains essaient aussi de tricher avec les factures. Il m'a demandé de faire passer pour des dépenses qui étaient liées à sa permanence parlementaire, des dépenses qui étaient en réalité des dépenses personnelles, d'ameublement en l'occurrence. Donc des factures assez conséquentes qui avaient servi à meubler son logement privé et pour lesquelles il m'a demandé des fausses factures pour qu'elles puissent être justifiées auprès des services de l'Assemblée nationale et que ça passe pour des dépenses utilisées pour meubler sa permanence parlementaire. On parle d'une somme d'environ 3 000 €. L'assistante parlementaire a refusé de falsifier les notes. Si elle parle aujourd'hui, c'est qu'elle en a assez de ces pratiques. On est blasé, on est un petit peu désespéré parce qu'on n'a pas envie de participer à ce genre de choses et parce que c'est pas pour ça qu'on s'est engagé en politique. Mais le fait est que c'est des choses qui sont des pratiques quotidiennes de la part des députés. À l'Assemblée nationale, nous avons demandé à Lauriane Rossi, la députée qui nous assurait que les dépenses étaient contrôlées à l'euro près depuis la réforme, si elle avait connaissance de ces pratiques. Absolument pas, aucun retour sur une falsification de dépenses de frais de mandat. Et de la part des... D'ailleurs, je ne vois pas comment elle pourrait être falsifiée. Moi, je gère directement mes dépenses et mes justificatifs. Mon comptable vient chaque mois récupérer les factures, les tickets de caisse. Donc, aucune falsification, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. 7 députés sont actuellement sous le coup d'une enquête par le parquet financier pour détournement de fonds publics. Des faits qui se seraient produits sous la précédente mandature. Mais les élus sont de plus en plus nombreux à jouer le jeu de la transparence.
En 2017, pour la première fois dans l'histoire du Palais Bourbon, les députés ont rendu la part non dépensée de leur indemnité, plus de 3 millions d'euros.